Il l'a brisée. Il l'a fait méthodiquement, en invoquant le devoir et le titre. Il l'a laissé en larmes dans un jardin détrempé par la pluie, il y a exactement 1 an. Il pensait avoir enterré ce souvenir. Il pensait que son cœur était aussi mort que sa conscience. Mais les lourdes portes en chêne de la salle de bal de Windham se sont ouvertes. Le quatuor à cordes a hésité. Les murmures se sont tus. Elle est entrée, forgée dans le feu de sa trahison. Si vous avez déjà dû affronter le fantôme de vos propres choix terribles, écoutez attentivement. Le bal de Windham était une affaire étouffante. Il l'avait toujours été. Le duc de Westford, Nathaniel Hastings, se tenait au bord de la salle. Son dos était pressé contre un pilier de marbre froid. Il regardait l'aristocratie de Londres transpirer à travers ses soieries. L'air était lourd de l'odeur de la cire d'abeille fondue. Il y avait aussi l'odeur des parfums parisiens coûteux, et le parfum âpre et désespéré de l'ambition. Nathaniel détestait tout cela. Il détestait les mères qui exhibaient leurs filles comme des juments de concours. Il détestait les pères qui calculaient les dots dans leur tête en lui serrant la main. Par-dessus tout, il détestait le battement creux et rythmé de son propre cœur. Il prit une gorgée de son brandy. Il était chaud. Il l'avala quand même, accueillant la brûlure. Cela faisait 365 jours, une année complète, qu'il avait commis l'acte le plus lâche et nécessaire de sa vie. Il avait passé les 12 derniers mois à se convaincre que la survie exigeait la cruauté. Le domaine des Hastings perdait de l'argent depuis 2 générations. Il avait hérité d'un héritage immense et en ruine, et d'un registre rempli de dettes. Quand il regardait son avenir, il voyait la ruine. Alors il avait coupé la seule partie de sa vie qui n'avait pas de but pragmatique. Il avait coupé Cecilia. Il changea de poids, la mâchoire serrée, alors qu'une douairière de passage lui offrait un sourire. Il lui fit un signe de tête sec. C'était assez pour satisfaire la politesse, mais pas assez pour inviter à la conversation. Il voulait juste que l'horloge sonne minuit, pour pouvoir se retirer dans sa voiture, retourner dans sa maison caverneuse et vide, et dormir du sommeil lourd et sans rêve des damnés. Puis le bruit cessa. Cela ne s'est pas produit d'un seul coup. Ça a commencé près de la grande entrée, en haut du large double escalier. Les valets, qui possédaient habituellement des poumons de cuir pour annoncer les invités, se sont simplement arrêtés de parler au milieu d'une phrase. Le silence s'est répandu vers le bas, s'infiltrant dans la foule comme de l'eau glacée. D'abord, les rires ont cessé, puis les murmures polis. Finalement, le quatuor à cordes, remarquant le vide soudain dans la pièce, laissa ses archets bégayer et traîner sur les cordes dans une note discordante et mourante. Nathaniel se détacha du pilier. Il fronça les sourcils, ses yeux balayant la mer de tête. La foule s'écarta. Ils ne se sont pas simplement mis de côté. Ils ont reculé, retirant leurs jupes et leurs basques comme pour faire place à la royauté, ou à un fantôme. En haut de l'escalier se tenait Cecilia Marlowe. Nathaniel cessa de respirer. La sensation fut immédiate et violente. C'était comme si quelqu'un lui avait enfoncé une lourde pointe de fer émoussée directement entre les côtes. Ses doigts se resserrèrent autour de son verre en cristal. La pression était si immense que le verre gémit en signe de protestation. Ce n'était pas la jeune fille qu'il avait laissée sous la pluie. Cette fille-là portait des roses et des crèmes doux. Ses cheveux tombaient en boucles indisciplinées autour de son visage, qui portait chaque émotion comme un phare. Cette fille-là l'avait regardé comme s'il avait suspendu la lune et les étoiles. La femme qui se tenait en haut de l'escalier portait une robe d'un bleu nuit, si sombre qu'elle ressemblait à un hématome. Elle manquait des volants et de la dentelle excessif, favorisée par les débutantes de la saison. Elle était échancrée sur ses clavicules, sévère, architecturale et sans concession. Ses cheveux étaient tirés en un chignon serré et brillant, exposant la longue ligne pâle de son cou. Mais ce sont ses yeux qui clouèrent Nathaniel au sol. Elle regardait la foule avec une indifférence lasse et cassante. Elle ne cherchait pas l'approbation. Elle ne cherchait pas d'amis. Elle inspectait un territoire conquis. À côté de lui, Lord Rutledge laissa échapper un sifflement bas et vulgaire. « Dieu du ciel !» marmonna l'homme plus âgé. « Est-ce la fille Marlowe, celle dont le père a acheté cette flotte de navires marchands ?» Nathaniel ne pouvait pas parler. Sa gorge était remplie de sable. « On dit qu'elle vaut 100 000 livres maintenant, » continua Rutledge, ignorant totalement que Nathaniel semblait prêt à commettre un meurtre. « Et entièrement libre,
bien que j'entende dire qu'elle est plus froide que le cœur d'un banquier. Cecilia commença à descendre les escaliers. Elle ne regardait pas ses pieds. Elle ne se tenait pas à la rampe. Elle se déplaçait avec une grâce liquide et prédatrice. Ses jupes de soie faisaient un bruit de chuchotement sec contre les marches de marbre, qui semblaient résonner dans le silence absolu de la salle de bal. Lorsqu'elle atteignit le sol, la foule se pressa vers elle, avide de l'engloutir. Pour réclamer son temps, pour orbiter autour de la nouvelle étoile la plus brillante et la plus riche de Londres. Mais pendant une fraction de seconde, avant que la mer de corps ne la dissimule, le regard de Cecilia balaya la pièce. Il traversa la brume tamisée des bougies. Il contourna les jeunes lords avides, les matrones calculatrices et les commères chuchotantes. Ses yeux trouvèrent ceux de Nathaniel. Il n'y avait ni choc, ni douleur, ni affection persistante. Elle le regarda comme on regarderait un meuble légèrement inintéressant avant de détourner le regard. Le verre dans la main de Nathaniel vola en éclats. Le brandy et le sang goûtèrent sur le sol poli. Il ne sentit pas la coupure. Il ne sentit rien d'autre que la réalisation creuse et dévastatrice qu'il n'avait pas seulement brisé son cœur. Il avait tué la seule femme qu'il ait jamais aimée. Et une étrangère portait sa peau. Un valet fut là en un instant, offrant un linge de lin blanc. Nathaniel le prit sans regarder, l'enroulant fermement autour de sa paume ensanglantée. La piqûre de l'alcool dans la coupure était une douleur sourde et lointaine, comparée au rugissement dans ses oreilles. « Sell à faire le verre », offrit Lord Rutledge, remarquant enfin. « Oui », croassa Nathaniel. Sa voix semblait appartenir à quelqu'un d'autre. « Excusez-moi. » Il se tourna et s'éloigna. Il avait besoin d'air. Il avait besoin d'espace. Mais la salle de bal de Wyndham était conçue pour le piégeage. Il se fraya un chemin à travers la foule. Sa taille lui donnait une vue claire de la pièce, une vue qu'il ne voulait désespérément pas. Partout où il regardait, il voyait l'effet d'entraînement de sa présence. La pièce avait repris son bruit, mais le ton était plus élevé, plus frénétique. L'orchestre avait entamé une valse, jouant un peu trop vite. Il trouva une alcôve ombragée près des portes de la terrasse. Il s'appuya contre le mur drapé de velours, cachant sa main ensanglantée derrière son dos. D'ici, il pouvait la regarder. Il ne pouvait pas s'en empêcher. C'était une compulsion morbide, comme appuyée sur un bleu frais, pour voir à quel point la douleur était profonde. Elle était entourée. Lord Harrison, un vicomte notoirement arrogant, était en train de s'incliner sur sa main gantée. Nathaniel regarda les lèvres de Harrison bouger, lui adressant probablement un compliment mielleux et préparé. Il y a un an, Cecilia aurait rougi. Elle aurait bégayé, baissé les yeux sur ses chaussures et cherché désespérément Nathaniel dans la pièce pour qu'il la sauve. Maintenant, elle inclina simplement la tête. Elle offrit à Harrison un sourire entièrement localisé sur ses lèvres. C'était une courbe nette et étudiée qui ne contenait aucune chaleur. Elle retira sa main en douceur, dit une seule phrase qui fit vaciller le sourire confiant de Harrison et lui tourna le dos. Nathaniel déglutit difficilement. Le souvenir de leur séparation l'assaillit. Il essaya de le repousser, mais sa présence physique dans la pièce le ramena à la surface, violent et vif. C'était dans son bureau. Le feu se mourait dans l'âtre. Elle était venue à lui, trempée par une averse soudaine, en riant, portant un livre qu'elle pensait qu'il pourrait aimer. Elle essayait toujours d'apporter de la lumière dans sa vie sombre et caverneuse. Il s'était tenu derrière son lourd bureau en acajou, l'utilisant comme une barricade. Il avait regardé son visage mouillé et souriant, et il avait enfoncé le couteau. Cela doit cesser, Cecilia. Il se souvenait comment son rire s'était éteint. Comment le livre avait glissé de ses doigts, heurtant le tapis perçant avec un bruit sourd. Nathaniel, je ne comprends pas. Il n'avait pas élevé la voix. Il avait été cliniquement précis. Il lui avait parlé de ses dettes. Il lui avait parlé de son devoir envers le titre de Westford. Il lui avait dit que l'affection était un luxe qu'un duc au bord de la faillite ne pouvait pas se permettre. Il lui avait dit qu'elle était une distraction. Il ne lui avait pas dit qu'il était terrifié. Il ne lui avait pas dit que son père avait tant aimé une femme que cela lui avait brisé l'esprit quand elle était morte. Le laissant une coquille vide qui avait dilapidé la fortune familiale pour ressentir quelque chose. Nathaniel avait grandi en jurant qu'il ne serait jamais redevable à un sentiment qui pourrait le détruire. « Tu me brises le cœur. » À cause d'un registre, avait-elle demandé, la voix tremblante, les larmes se mêlant à la pluie sur ses joues.
Je sécurise mon avenir, avait-il répondu, froid comme la pierre. Elle l'avait fixé pendant une longue, terrible minute. L'espoir désespéré dans ses yeux s'était lentement éteint, remplacé par un chagrin profond et angoissant. « Tu n'as pas d'avenir, Nathaniel, » avait-elle murmuré. « Tu es déjà mort. » Puis elle était sortie sous la pluie. Il n'était pas allé la chercher. Maintenant, debout dans l'ombre de la salle de bal, Nathaniel la regardait accepter une danse du comte de Somerset. Somerset était jeune, beau et immensément riche. Il était tout ce que Nathaniel était censé être et n'était pas. Ils prirent la piste. Les yeux de Nathaniel suivaient chaque mouvement. Cecilia dansait avec une précision mécanique sans faille. Sa posture était parfaite. Elle se déplaçait à travers les pas complexes du quadrille, sans jamais vraiment regarder son partenaire. Elle était un fantôme. Elle occupait l'espace. Elle bougeait, elle parlait, mais son essence, la vie vibrante, pulsante et désordonnée qui avait attiré Nathaniel vers elle au départ, avait complètement disparu. C'était lui qui avait fait ça. Il avait pris une fille qui ressentait tout et l'avait transformée en une femme qui ne ressentait rien. La culpabilité était un poids physique, pressant sur sa poitrine jusqu'à ce que ses poumons brûlent. Il regarda Somerset se pencher, lui chuchotant quelque chose à l'oreille, essayant de combler le fossé glacial qu'elle maintenait entre eux. Cecilia se contentait de hausser un sourcil, son visage un masque illisible. Elle était intouchable. Nathaniel réalisa, avec une secousse écœurante, qu'il ne ressentait pas seulement de la culpabilité. Il ressentait une jalousie possessive, vive et acide. Il n'y avait aucun droit. Il l'avait rejetée. Pourtant, voir un autre homme lui tenir la taille, voir un autre homme essayer de la faire sourire, lui donnait envie de démolir la salle de bal jusqu'aux fondations. La musique enfla, atteignant son apogée. Le couple se sépara, s'inclina et fit la révérence. Cecilia s'éloigna de Somerset. Elle déclina son offre de l'escorter aux tables de rafraîchissement d'un léger hochement de tête. Elle se tourna et commença à marcher. Elle se dirigeait vers les portes de la terrasse, vers l'alcôve où Nathaniel se tenait caché dans l'ombre. Il se figea. Il aurait pu reculer. Il aurait pu se glisser par la porte latérale et disparaître dans la nuit, préservant l'existence pathétique et misérable qu'il s'était taillée. Mais ses pieds ne voulaient pas bouger. L'attraction gravitationnelle qu'elle exerçait était trop forte. Il laissa tomber la serviette ensanglantée de sa main sur le sol. Il sortit de l'ombre, se plaçant directement sur son chemin. Elle ne sursauta pas. Alors qu'elle approchait des ombres de l'alcôve, son rythme ne ralentit pas. Elle le vit entrer dans la faible lumière, ses larges épaules bloquant le chemin vers l'air frais de la nuit sur la terrasse. Elle s'arrêta à 3 pieds de distance, assez près pour que son parfum l'atteigne. Ce n'était pas la douce lavande qu'elle portait autrefois. C'était quelque chose de plus vif maintenant. De la bergamote, du bois fumé, et quelque chose de sombre et d'inconnu. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. La cacophonie de la salle de bal faisait rage derrière eux. Le tintement des verres, les rires stridents, le grattement des violons. Mais dans l'espace de 3 pieds entre Nathaniel et Cecilia, il y avait un vide. Nathaniel regarda son visage. De près, la transformation était encore plus dévastatrice. La douceur de sa jeunesse avait été consumée, laissant des angles aristocratiques vifs. Ses pommettes étaient hautes et creuses, ses lèvres peintes d'un rouge sévère. Mais ce sont ses yeux qui le ruinèrent. Ils étaient du même gris saisissant, mais la lumière derrière eux s'était éteinte. C'était comme regarder un ciel d'hiver juste avant une tempête. Froid, vaste, vide. « Cecilia », dit-il. Le mot avait un goût de cendre dans sa bouche. « Votre grâce », répondit-elle. Sa voix ne vacilla pas. Elle était lisse, modulée et entièrement dépourvue d'inflexion. C'était le ton qu'on pourrait utiliser pour s'adresser à un commerçant qui aurait rendu la mauvaise monnaie. La formalité le frappa comme un coup physique. Il y a 1 an, elle l'appelait Nathaniel. Elle le chuchotait contre son cou. Elle le riait à travers une pièce bondée. « Vous êtes revenu à Londres », parvint-il à dire, maudissant sa propre maladresse. Il avait l'air d'un idiot, d'un garçon qui bégaye. « En effet », dit-elle simplement. Elle n'offrit aucune explication. Elle ne ressentait pas le silence. Elle se tenait parfaitement immobile, ses mains légèrement jointes devant ses jupes bleu foncé. La mâchoire de Nathaniel se serra. Il se noyait et elle le regardait sombrer depuis le rivage. « Vous avez l'air » Il déglutit,
sa gorge se nouant. Il ne pouvait pas dire belle. Belle était un mot trop petit. Vous avez l'air différente. Le temps passe, votre grâce. Les gens s'adaptent. Son regard descendit sur sa main. La coupure sur sa paume avait cessé de saigner, mais les bords étaient rouges et irrités. Elle la regarda pendant exactement 2 secondes avant de ramener ses yeux sur son visage. Elle n'offrit aucune sympathie. Elle ne demanda pas s'il allait bien. « J'ai entendu parler du succès de votre père, » dit Nathaniel, désespéré de la garder là, désespéré de tout lien avec elle, même conversationnel. Les entreprises de transport maritime. Félicitations. Merci. Il est très satisfait. L'argent, dit-elle, sa voix baissant d'une fraction d'octave, prenant un ton tranchant comme un rasoir. Résout un grand nombre d'inconvénients. Comme vous le savez bien. Il tressaillit. Il ne put s'en empêcher. La pique fut lancée si doucement, sans trace de malice ou de colère. C'était juste un énoncé de fait, ce qui la rendait infiniment plus profonde. « Cécilia, Mademoiselle Marlowe », le corrigea-t-elle. Son ton ne s'éleva pas, mais la finalité qu'il contenait était absolue. « Mademoiselle Marlowe », concéda-t-il, sentant une chaleur humiliante monter à son cou. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici ce soir. Je suis sûr que non. Mais Londres est petite, et s'éviter pour toujours est une impossibilité statistique. Nous sommes condamnés à occuper les mêmes pièces. Nous respirerons occasionnellement le même air. » Elle regarda au-delà de lui, vers les portes ouvertes de la terrasse. « Si vous voulez bien m'excuser, je trouve la chaleur ici plutôt oppressante. » Elle fit un pas en avant, avec l'intention de le contourner. La panique, chaude et entièrement inconnue, éclata dans la poitrine de Nathaniel. Il ne pouvait pas la laisser partir. Pas comme ça. Pas avec cette terrible indifférence polie. Il préférerait qu'elle crie. Il préférerait qu'elle le gifle. La colère signifiait qu'il y avait encore du feu. L'appétit signifiait qu'il n'y avait que des cendres. Il se déplaça, bloquant à nouveau son chemin. C'était un geste rustre, peu gentleman. Il s'en fichait. « S'il vous plaît », dit-il, et il détesta le ton brut et suppliant de sa propre voix. Juste un moment. Cécilia s'arrêta. Elle leva les yeux vers lui. La proximité physique était angoissante. Il était assez près pour voir le soulèvement et l'abaissement régulier de sa poitrine. Assez près pour voir le minuscule pouls imperceptible battre à la base de sa gorge. « Un moment pourquoi exactement ?» demanda-t-elle, le front légèrement plissé, feignant une légère confusion. « Avons-nous des affaires à discuter, Doc? Le domaine de Westford a-t-il besoin d'un prêt? » Il ferma les yeux, encaissant le coup. « Non. Alors, que pourrions-nous bien avoir à nous dire ?» Il ouvrit les yeux. Il regarda le visage de la femme qu'il avait détruite. « Je veux savoir comment vous allez. » Un sourire lent et glaçant toucha les coins de ses lèvres peintes. C'était la chose la plus terrifiante qu'il ait jamais vue. « Comment je vais ?» répéta-t-elle. « Vous souhaitez savoir comment je vais ?» « Oui. » Elle inclina la tête, l'étudiant comme s'il était un spécimen épinglé sur une planche. « Je vais excessivement bien, votre grâce. Je dors profondément. Je mange bien. Je vais au théâtre. J'ai plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 3 vies. Et je suis entièrement libéré des illusions stupides et enfantines que j'avais il y a 1 an. » Elle se pencha d'un pouce. L'odeur de bergamote et de fumée l'entoura. « Vous m'avez rendu un grand service, » murmura-t-elle, sa voix un râle doux et sec. « Vous m'avez appris que le cœur est un handicap. C'est un organe inutile et fragile, qui ne fait que gêner la survie. Je me le suis fait enlever. Ce fut un processus sanglant. Mais je vous assure que la convalescence en valait la peine. » Nathaniel sentit sa respiration se bloquer. Sa main droite, celle qui était coupée, tressaillit à son côté. Elle voulait désespérément tendre la main, saisir ses épaules, la secouer, la tenir, faire quelque chose. N'importe quoi pour fissurer le masque de porcelaine qu'elle portait. « Vous ne le pensez pas », dit-il d'une voix épaisse. « Je vous assure que si. » Elle recula, rétablissant la distance entre eux. Le sourire disparut, laissant son visage aussi vide et beau qu'une statue de marbre. « Maintenant, je dois vraiment insister pour que vous vous écartiez. J'ai besoin d'air, et vous bloquez le courant d'air. » Elle n'attendit pas qu'il bouge. Elle le contourna, la soie de sa robe bleue, nuit frôlant la laine rugueuse de son pantalon. La friction envoya une onde de choc fantôme le long de sa jambe. « Il reste figé dans l'alcôve, »
écoutant le claquement doux et rythmé de ses talons sur les pierres de la terrasse alors qu'elle sortait dans la nuit. Il s'était attendu à sa haine. Il s'était préparé à son mépris. Il avait passé 1 an à se préparer au moment où elle le regarderait avec dégoût. Il ne s'était pas préparé à ce qu'elle le regarde comme s'il n'était rien du tout. Nathaniel tourna la tête, regardant dans l'obscurité où elle avait disparu. La salle de bal derrière lui sembla soudain incroyablement froide. Il réalisa alors toute l'étendue de son arrogance. Il avait pensé qu'il lui avait brisé le cœur pour se sauver. Mais en la regardant se tenir au clair de lune, un magnifique monument évidé à sa propre lâcheté, Nathaniel connut la vérité. Il ne s'était pas sauvé. Il les avait damnés tous les deux. Et le châtiment ne faisait que commencer. Westford House était un mausolée. Elle avait toujours été grandiose, avec de hauts plafonds voûtés et des murs tapissés des visages sévères, peints à l'huile des ancêtres de Nathaniel. Mais dans la semaine qui suivit le bal de Windham, la grandeur semblait nettement oppressive. La maison absorbait la lumière et le son, ne renvoyant qu'un froid creux et mordant. Nathaniel était assis dans son bureau. Les lourds rideaux de velours étaient tirés, laissant la lumière anémique du soleil de Londres baigner le massif bureau en acajou. C'était la pièce où il y avait mis fin. Il évitait toujours de regarder la tache délavée sur le tapis persan près de la cheminée, l'endroit exact où le livre de Cecilia avait heurté le sol. Sa main le lançait. La coupure du verre de brandy brisé avait formé une croûte, une ligne tendue et irritée sur sa paume qui tirait chaque fois qu'il fléchissait les doigts. Il accueillait la piqûre. C'était une douleur tangible et rassurante qui le distrayait du vide béant dans sa poitrine. De l'autre côté du bureau était assis M. Dawson, le régisseur du domaine. Dawson était un homme entièrement construit d'angles vifs et de registres pessimistes, ses lunettes glissant perpétuellement sur son nez fin. Il parlait depuis 10 minutes. Nathaniel n'avait pas traité un seul mot. « Ce qui nous amène au bail d'Ashdown, votre grâce », dit Dawson, tapotant un doigt taché d'encre contre une colonne de chiffres. Nathaniel cligna des yeux, ramenant son attention sur le présent. Le bail d'Ashdown. Oui, les mines d'étain en Cornouailles. Le bail actuel expire à la fin du mois, dit Dawson, regardant par-dessus ses lunettes. Le consortium qui le détient se dissout. Il sera mis aux enchères publiques jeudi. Nous devons l'acquérir, votre grâce. Les revenus d'Ashdown ont maintenu le domaine de Westford à flot l'année dernière. Sans cela, les réparations structurelles de l'aile nord devront s'arrêter, et les créanciers de la ville commenceront à poser des questions très inconfortables. Nathaniel se frotta les tempes. Un mal de tête sourd avait élu domicile permanent derrière ses yeux. Nous avons le capital pour l'enchère. À peine, admit Dawson, sa voix tombant dans un murmure sombre. J'ai liquidé les dernières obligations et recouvré les dettes mineures des fermiers locataires. Nous pouvons enchérir jusqu'à 12 000 livres. C'est un prix élevé, mais c'est un investissement dans la survie. La survie. Le mot avait un goût rance. Nathaniel avait sacrifié la seule chose pure et décente de sa vie sur l'autel de la survie. Et le voilà, toujours en difficulté, se vidant lentement de son sang sur des registres et des baux. « Très bien, » dit Nathaniel d'une voix plate. « Préparez les traites. J'assisterai moi-même à l'enchère. » Dawson hésita, s'agitant inconfortablement sur sa chaise en cuir. « Il y a une autre affaire, votre grâce. Une rumeur de la ville concernant le syndicat Marlowe. » La tête de Nathaniel se redressa brusquement. Le mal de tête disparut, remplacé par une soudaine et intense poussée d'adrénaline. Qu'y a-t-il à leur sujet? Ils ont été exceptionnellement agressifs ce trimestre, dit Dawson, baissant la voix comme si les murs écoutaient. Arthur Marlowe en est techniquement le chef, bien sûr, mais le bruit qui court sur Threadneedle Street est qu'il ne fait qu'approuver les décisions. La véritable architecte des récentes acquisitions du syndicat est sa fille. Nathaniel se pencha lentement en arrière. Le cuir de sa chaise craqua dans la pièce silencieuse. Cecilia, mademoiselle Marlowe. Oui, elle opère à travers un réseau de courtiers, naturellement, pour préserver les apparences. Mais la stratégie porte sa signature. Elle est brillante et totalement impitoyable. Dawson déglutit difficilement. Elle a racheté les filatures de textile à Manchester le mois dernier. Quand les ouvriers ont menacé de faire grève, elle n'a pas négocié. Elle a licencié les meneurs, doublé les salaires de ceux qui sont restés, et a brisé le syndicat en 3 jours. On dit qu'elle a observé les événements depuis sa voiture en buvant du thé. Nathaniel fixa l'encrier sur son bureau,
Il essaya de concilier l'image de la femme que Dawson décrivait avec la jeune fille qui pleurait sur les moineaux blessés dans son jardin. Il ne pouvait pas. La dissonance cognitive était assourdissante. « Pourquoi me dites-vous cela, Dawson ?»« Parce que, dit le régisseur doucement, le syndicat Marlowe a récemment montré un intérêt soudain et intense pour les matières premières, le charbon, le fer et l'étain. L'implication flottait dans l'air, lourde et suffocante. Nathaniel se leva. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant les jardins manucurés et sans vie de son domaine. Le ciel avait la couleur du fer meurtri. « Elle ne le ferait pas », marmonna Nathaniel, plus pour lui-même que pour Dawson. Cela n'a aucun sens géographique pour leur ligne de transport maritime. Transporter de l'étain de Cornouailles à leur port du Nord réduirait les marges de profit. Le profit n'est peut-être pas le principal facteur de motivation, votre grâce, suggéra doucement Dawson. Nathaniel agrippa le rebord de la fenêtre. Il se souvint du regard dans les yeux de Cecilia sur la terrasse. Je me le suis fait enlever. Ce fut un processus sanglant, mais je vous assure que la convalescence en valait la peine. Elle ne cherchait pas la vengeance. La vengeance était un acte de passion. La vengeance signifiait que vous vous en souciez. Ce que Cecilia faisait, c'était de la dératisation. « Préparez les 12 000, dit Nathaniel, se retournant vers la pièce. Sa voix était dure, dépouillée de son épuisement précédent. Si elle veut une guerre pour un registre, elle découvrira que je suis bien plus expérimenté dans la boue. La bourse de Londres était une cathédrale de l'avidité. Des hommes en redingote sombre se pressaient sous le haut plafond de verre. Leur voix formait un rugissement continu et grave qui sentait le tabac froid, la laine humide et le désespoir. Nathaniel se tenait près de l'estrade des enchères. Il détestait ces salles. Il détestait l'étalage public de l'endurance financière. Mais le buy dash down était la différence entre conserver l'héritage de sa famille et le voir dépecé par les vautours. Il gardait une posture rigide, son visage un masque illisible d'ennui aristocratique. À l'intérieur, son estomac était un nœud serré d'acide. Il balaya la salle du regard, ses yeux parcourant la foule, cherchant un aperçu de soie bleu nuit. Elle n'était pas sur le parquet. Les femmes l'étaient rarement. Si Cecilia était là, elle serait dans les galeries privées au-dessus, cachée derrière les rideaux de velours, tirant les ficelles dans l'ombre. Le commissaire Priseur, un homme corpulent à la voix de stentor, frappa son marteau en bois. « Messieurs, nous passons au lot 42, le bail pour les mines d'étain d'Ashdown, Cornouailles. Les enchères commencent à 5 000 livres. » La salle se calma. C'était un actif important. Les petits joueurs se retirèrent, laissant la place aux barons de l'industrie et à l'aristocratie désespérée. « 5 000 !» cria une voix à la gauche de Nathaniel. Lord Rutledge. L'homme avait plus d'argent que de bon sens et aimait faire monter les prix juste pour le sport. « 6 » annonça Nathaniel calmement, sans regarder Rutledge. « 7 » dit un courtier près du fond. « 8 » intervint Rutledge, souriant autour d'un cigare humide. « 9 » dit Nathaniel. Le nœud dans son estomac se resserra. Il montait trop vite. Les enchères firent des allers-retours dans la salle pendant 2 minutes angoissantes. Rutledge abandonna à 10 000, avec un soupir théâtral. Le courtier au fond poussa jusqu'à 11. « 12 » dit Nathaniel. Sa voix résonna légèrement dans le silence soudain. 12, son plafond absolu. La dernière goutte de sang dans les veines de Westford. Le commissaire priseur regarda autour de la salle. Le silence s'étira. Le courtier au fond secoua la tête, croisant les bras. « 12 000 livres !» cria le commissaire priseur. Une fois, 2 fois. Nathaniel laissa échapper une lente et silencieuse respiration. Il desserra la mâchoire. Il l'avait. Il avait sécurisé le domaine pour 5 autres années. Il pouvait respirer. 15 000. La voix ne venait pas du parquet. Elle venait de la galerie au-dessus. C'était une voix d'homme, nette, lasse, et amplifiée par l'acoustique du plafond voûté. Nathaniel se figea. Le sang quitta son visage, s'accumulant dans ses bottes. Il pencha lentement la tête en arrière, regardant les loges privées. Debout à la balustrade de la loge numéro 4, se tenait un jeune courtier, au costume impeccable. Il tenait une petite palette numérotée. Derrière lui, assise dans l'ombre de la loge, se trouvait une silhouette dans une tenue d'équitation sombre et ajustée. Une femme. Elle se pencha juste assez
pour que la lumière du gaz attrape les angles sévères de son visage et l'éclat de ses cheveux épinglés d'argent. Cecilia. Elle baissa les yeux sur Nathaniel. Elle ne sourit pas. Elle ne ricana pas. Elle le regarda avec la curiosité modérée de quelqu'un qui observe un cheval se casser la jambe sur une piste de course. La salle éclata en murmures frénétiques. 15 000 livres était une surenchère massive. C'était financièrement absurde. C'était une exécution. 15 000 livres sont offertes depuis la galerie, cria le commissaire-priseur par-dessus le bruit, essuyant la sueur de son front. Entends-je 16, votre grâce. Le commissaire-priseur regarda directement Nathaniel. Toute la salle regardait Nathaniel. Il resta paralysé. Il pouvait sentir les regards percer son dos. Il ouvrit la bouche, mais sa gorge était scellée. Il n'avait plus rien. Il était vide. Enchérir à 16 000 signifierait engager la maison elle-même. Cela signifierait la ruine. Il leva les yeux vers la galerie. Cecilia prit une petite lorgnette sur le rebord et la porta à ses yeux, examinant l'architecture du plafond. Elle venait de détruire son avenir, et elle s'ennuyait. Nathaniel avala le goût amer et métallique de la défaite. Il fit un signe de tête sec et définitif au commissaire-priseur. Une fois, 2 fois, adjugé. Le marteau s'abattit avec la finalité d'un couvercle de cercueil. Au syndicat Marlowe. Le rugissement de la salle reprit. Plus fort maintenant, alimenté par le nouveau ragot d'un duc tombant face à l'argent des marchands. Nathaniel n'attendit pas. Il tourna les talons et se fraya un chemin à travers la foule. Les hommes s'écartèrent, leurs expressions un mélange de pitié et de satisfaction prédatrice. Il franchit les lourdes portes en laiton de la bourse et sortit sur les marches. L'air était épais, lourd d'une pluie imminente. Il se tenait en haut des marches de marbre, sa respiration courte et rapide. Il sentit une pression brûlante et terrifiante derrière ses yeux. Il n'avait pas seulement perdu une mine, il avait perdu sa justification. Il l'avait brisée pour sauver son domaine. Maintenant, elle avait pris le domaine de toute façon. Sa trahison avait été entièrement, totalement inutile. Il entendit le cliquetis de talons sur le marbre. Il se tourna. Les portes latérales de la bourse, réservées aux occupants des galeries privées, s'étaient ouvertes. Cecilia émergea, flanquée de son courtier et d'un valet imposant, tenant un grand parapluie noir. Elle s'arrêta en haut des escaliers, enfilant une paire de gants en cuir gris souple. Elle ne parut pas surprise de le voir là, vibrant d'une rage contenue. Nathaniel traversa la distance entre eux en 3 longues enjambées. Le valet s'avança, levant une main lourde, mais Cecilia le repoussa d'un geste du poignet. « Congé Hughes », dit-elle au courtier sans le regarder. « Attendez près de la voiture. » Les hommes descendirent les marches, laissant Nathaniel et Cecilia seuls sur le palier sous le ciel lourd et meurtri. « 15 000, dit Nathaniel, sa voix un râle bas et dangereux. « Ça n'en vaut pas 10. Vous ne récupérerez jamais l'investissement. » Cecilia finit de lisser le cuir de son gant gauche. « Le syndicat opère sur un calendrier plus long que le domaine de Westford, votre grâce. Nous pouvons nous permettre de subir une perte temporaire pour assurer un monopole dans la région. »« Ne me mentez pas, » lança-t-il en se rapprochant. L'odeur de bergamote et de fumée le frappa de nouveau, tournant le couteau dans sa plaie. Il ne s'agit pas de monopoles régionaux. Il s'agit de moi. Cecilia leva enfin les yeux. Ses yeux gris étaient plats et sans ciller. Vous avez une opinion remarquablement haute de votre propre pertinence, Duc. Vous avez surpayé de 5 000 livres juste pour me voir suffoquer. J'ai surpayé pour assurer une clôture rapide des enchères afin de pouvoir être à mon rendez-vous pour le déjeuner à 1 heure, répondit-elle doucement, sortant une montre de poche en argent de sa veste, que je suis actuellement en danger de manquer. Cecilia, arrêtez, plaida-t-il, la colère s'écoulant de lui, remplacée par un épuisement désespéré et écrasant. Arrêtez, c'est tout. Vous avez gagné. Vous avez l'argent. Vous avez le pouvoir. Vous m'avez humilié devant la moitié de Londres. Si c'est une punition, je l'accepte. Mais ne restez pas là à me dire que ce ne sont que des affaires. Elle l'étudia. Pendant une fraction de seconde, le masque de porcelaine parfait vacilla. Un muscle de sa mâchoire tressaillit. Ses yeux se plissèrent, abandonnant leur indifférence lasse pour révéler un éclair soudain et terrifiant de pure rage froide. « Punition » demanda-t-elle doucement. Sa voix était à peine un murmure,
mais elle tranchait le bruit du trafic de la rue de Londres en contrebas. Vous pensez que j'ai dépensé 15 000 livres pour vous punir? Oui. Elle rit. C'était un son sec et creux qui ne contenait absolument aucun humour. Nathaniel, pour vous punir, il faudrait que je me soucie de ce qui vous arrive. Il faudrait que je reste éveillé la nuit à comploter votre chute. Il faudrait que j'investisse de l'énergie émotionnelle dans votre ruine. Elle s'avança vers lui. Il ne recula pas. Elle s'arrêta à quelques centimètres de lui, levant les yeux vers les siens. J'ai acheté le Buy Dashdown parce qu'il sécurise une chaîne d'approvisionnement pour mes navires, dit-elle, articulant chaque mot avec une précision clinique. Quand M. Hughes m'a informé que vous étiez le principal concurrent, je n'ai pas ressenti une vague de joie vengeresse. Je n'ai ressenti absolument rien. Vous n'étiez qu'un obstacle dans un registre, et comme tous les obstacles, vous avez été retiré. Ce n'était rien de personnel. Les mots furent un coup physique, une frappe brutale, et a coupé le souffle à son plexus solaire. Si elle lui avait crié dessus, l'avait giflé, avait maudit son nom aux cieux, il aurait pu se défendre. Il aurait pu s'excuser. Il aurait pu supplier. Mais cette insignifiance absolument glaçante, c'était une forteresse qu'il n'avait aucune arme pour percer. « Vous mentez », murmura-t-il, cherchant dans ses yeux toute trace de la fille qu'il avait aimée. Il ne trouva que de la glace. « Croyez ce qui vous réconforte votre grâce », dit-elle en reculant. L'éclair de colère avait disparu, remplacé une fois de plus par la façade impeccable et impénétrable. « Maintenant, je vous souhaite une bonne journée. Il va pleuvoir, et la soie est terriblement difficile à sécher. » La première goutte frappa les marches de marbre alors qu'elle se détournait. Elle était lourde et froide. Nathaniel la regarda descendre les escaliers vers sa voiture qui l'attendait, une monstruosité noire laquée, avec les armoiries des marlots brillant en or sur la portière. Son valet tenait le parapluie au-dessus d'elle, la protégeant de l'averse soudaine et agressive. La pluie commença à tomber à verse, rebondissant sur les pavés, transformant les rues de Londres en une aquarelle grise et floue. Le bruit de la pluie couvrait celui des voitures et les cris des vendeurs de rue. Nathaniel se tenait en haut des escaliers, sans protection. L'eau froide traversa son manteau en quelques secondes, collant ses cheveux à son front. Il ne la sentait pas. Il fut transporté 1 an en arrière, dans son bureau. Le son de la pluie était exactement le même, le tambourinement sur la vitre, l'odeur de la terre mouillée. Il s'était tenu derrière un bureau et l'avait regardée sortir dans une tempête. Il la regarda maintenant, à mi-chemin des escaliers. Elle s'éloignait de lui, protégée, sèche et totalement inaccessible. Un désespoir primal et violent s'empara de lui. Il ne pouvait pas laisser les choses se terminer ainsi. Il ne pouvait pas laisser le registre se refermer. Il dévala les escaliers. Ses bottes glissèrent sur le marbre mouillé. Mais il se rattrapa, sautant presque les dernières marches. « Cecilia !» cria-t-il par-dessus le rugissement de la pluie. Elle atteignait juste la voiture. Le valet tenait la portière ouverte. Elle s'arrêta, un pied sur le marchepied en fer, et tourna la tête. Nathaniel combla la distance, s'arrêtant juste à l'extérieur du périmètre du parapluie. L'eau ruisselait sur son visage, trempant sa cravate coûteuse, ruinant son costume. Il avait l'air d'un fou. Il s'en fichait. « Et maintenant, Duc ?» demanda-t-elle en soupirant légèrement. « Avez-vous besoin d'un prêt pour un fiacre ?» Il tendit la main et attrapa le bord de la portière de la voiture, la maintenant ouverte. Le valet se hérissa, s'avançant, mais Cecilia leva une main, l'arrêtant. « J'ai été un lâche, » dit Nathaniel. Les mots s'arrachèrent de sa gorge, déchiquetés et sanglants. « J'ai été un lâche terrifié et arrogant. » L'expression de Cecilia resta inchangée. Elle regarda sa main, agrippant la laque noire de la portière, la pluie coulant sur ses jointures. « Nous avons établi cela il y a 1 an. Ce n'est guère une nouvelle de dernière minute. Je pensais que je devais choisir, » insista-t-il, ignorant son sarcasme, luttant pour garder ses yeux sur les siens. « J'ai regardé les dettes, j'ai regardé la ruine de mon père, et j'ai paniqué. Je me suis convaincu que maintenir le titre en vie était la seule chose qui comptait. Je me suis convaincu que l'amour était un luxe qui nous entraînerait tous les deux vers le bas. Un calcul très pragmatique, nota-t-elle. Comme je l'ai dit, vous m'avez bien appris. C'était un mensonge. » Il se rapprocha, se glissant sous le bord du parapluie. La proximité l'obligea à lever les yeux vers lui.
C'était un mensonge que je me suis raconté pour justifier la pire chose que j'ai jamais faite. Et j'en ai payé le prix. Chaque jour de l'année écoulée, j'ai vécu dans un cimetière. Vous voulez l'absolution, observa-t-elle, sa voix dépourvue de pitié. Vous êtes sous la pluie en train de ruiner vos bottes, parce que votre conscience est lourde et vous voulez que je vous absolve. Vous voulez que je dise que je vous pardonne pour que vous puissiez retourner dans votre maison froide et vide et enfin dormir. Non, dit-il férocement, je ne veux pas de votre pardon. Je ne le mérite pas. Alors que voulez-vous? Je veux que vous me regardiez. Je vous regarde. Non, vous ne le faites pas. Il tendit la main, sa main planant à quelques centimètres de son visage, désespéré de toucher sa joue, d'essuyer la pluie froide qui commençait à souffler sous le parapluie. Il força sa main à redescendre, agrippant plus fort la portière de la voiture. Vous regardez un fantôme. Vous m'avez enterré, Cecilia. Mais je ne suis pas mort. Elle le fixa. La pluie martelait la soie du parapluie au-dessus d'eux. Un battement de tambour assourdissant. Pendant un long, atroce moment, le silence entre eux fut plus fort que la tempête. Puis elle se pencha. Elle combla la distance entre eux, jusqu'à ce qu'ils puissent sentir la chaleur de son souffle contre sa peau froide et humide. « Vous avez raison », murmura-t-elle, sa voix un fil de soie mortelle. « Vous n'êtes pas mort. Mais la fille que vous avez brisée, la fille qui aurait crevé de faim dans les rues avec vous, la fille qui vous a supplié de la laisser vous aider à porter le fardeau. » Elle inclina la tête, ses yeux gris se fixant sur les siens avec une intensité qui brûlait. « Elle est morte, Nathaniel. Elle s'est noyée sous la pluie il y a 1 an. Je suis ce qui est sorti de l'eau. » Elle leva la main. Sa main gantée saisit son poignet. Sa prise était étonnamment forte. Elle ne le repoussa pas. Elle détacha simplement ses doigts de la portière de la voiture, un par un. Le contact physique, le premier en 1 an, envoya une décharge d'électricité directement à son cœur. Mais son contact était glacial. Et moi, continua-t-elle, sa voix tombant dans un murmure final et dévastateur. Je ne négocie pas avec les lâches. Elle lâcha sa main. Elle monta dans la voiture et s'adossa dans l'ombre de l'intérieur en velours. « Conduisez », ordonna-t-elle. Le valet claqua la portière, manquant de peu le bras de Nathaniel. Il sauta à l'arrière de la voiture. Le cocher fit claquer les rênes et les lourds chevaux s'élancèrent, leurs sabots faisant des étincelles contre les pavés mouillés. Nathaniel resta dans la rue. La voiture s'éloigna, ses roues éclaboussant de profondes flaques, se rétrécissant dans le rideau gris de la pluie. Il ne bougea pas. La pluie battait contre ses épaules, le trempant jusqu'aux os, mais il ne sentait rien d'autre qu'une clarté terrifiante et brillante. Elle avait raison. La fille qu'il connaissait était partie. Il l'avait tuée. Il avait forgé cette reine froide et impitoyable dans les feux de sa propre trahison. Elle était intouchable, fortifiée par la richesse et gardée par une apathie absolue. Il essuya la pluie de ses yeux, fixant la rue vide. L'absolution était impossible. Le pardon était un conte de fées. S'il voulait une part d'elle dans sa vie, il ne pouvait pas s'excuser pour revenir. Il ne pouvait pas compter sur le fantôme de leur affection passée. Il devrait démolir la forteresse qu'elle avait construite. Il devrait égaler son impitoyabilité. Il devrait partir en guerre, non pas pour la vaincre, mais pour prouver qu'il était assez fort pour se tenir aux côtés du monstre qu'il avait créé. Nathaniel se tourna et commença à marcher vers sa maison vide et en ruine. Il était en faillite. Il était humilié. Il était trempé. Mais pour la première fois en 1 an, son cœur battait. Nathaniel ne pouvait pas surenchérir sur le syndicat Marlowe. Il n'avait ni le capital, ni le crédit, ni l'influence à la bourse. S'il combattait Cecilia dans le secteur financier, elle l'écraserait sous une montagne d'or. Alors il changea de champ de bataille. Il lui restait une arme que l'argent marchand de son père ne pouvait pas acheter, un siège héréditaire à la Chambre des Lords. L'aristocratie perdait peut-être de l'argent, mais elle écrivait toujours les lois. Pendant 3 semaines, Nathaniel ne dormit pas. Il hanta les couloirs tapissés de velours du Parlement. Il accula de vieux hommes dans les fumoirs des clubs privés. Il rappela des dettes centenaires dues au nom des Hastings. Il utilisa son titre avec une concentration prédatrice et impitoyable qui choqua ses pairs. Le duc de Westford, historiquement une présence silencieuse et maussade sur les bancs arrière, devint soudain une terreur politique. Il apprit la chaîne d'approvisionnement des Marlowe sur le bout des doigts. Il trouva la faille dans l'armure.
Les mines d'étain nouvellement acquises de Cecilia en Cornouailles étaient inutiles si le minerai ne pouvait pas être transporté à bas prix vers les fonderies du Nord. Elle comptait sur une proposition d'expansion des docks des Indes occidentales et sur un nouveau projet de loi sur les filiales ferroviaires en cours d'examen au Lord. Nathaniel ne s'opposa pas seulement au projet de loi, il les massacra. Il rallia les lords conservateurs, nourrissant leur peur profonde de voir la nouvelle richesse industrielle usurper leur pouvoir. Il rédigea des amendements exigeant des inspections environnementales agressives des cargaisons d'étain. Il proposait des tarifs sur les écartements de rails spécifiques utilisés par le syndicat Marlowe. Il construisit un blocus législatif fait de paperasserie, de tradition et de dépit aristocratique. Cela lui coûta chaque once de bonne volonté qu'il possédait. Il échangea des faveurs qu'il ne pouvait pas se permettre de rembourser. Il brûlait le capital politique de sa famille jusqu'à la dernière cendre. Il s'en fichait. Il surveillait les rapports maritimes dans les journaux quotidiens. En 14 jours, l'action Marlowe chuta. Des navires restaient à quai dans le port, attendant des autorisations qui n'arrivaient jamais. Les mines de Cornouailles fonctionnaient à perte. Il étranglait son empire. Il attendit. Il savait qu'elle n'enverrait pas un courtier cette fois. On n'envoie pas un commis pour démanteler un duc dans sa propre maison. Un mardi soir, alors que Nathaniel était assis dans son bureau, fixant un registre qui prouvait qu'il était à précisément 2 mois de l'insolvabilité absolue, le lourd heurtoir en laiton de la porte d'entrée de Westford House résonna dans les couloirs vides. Il ne bougea pas. Il écouta les pas lents et traînants de son majordome âgé, Bates, traversant le foyer en marbre. La lourde porte en chêne gémit en s'ouvrant. Un faible échange de voix parvint jusqu'au couloir. Un instant plus tard, Bates apparut à l'entrée du bureau. Il avait l'air pâle. « Votre grâce », dit le vieil homme, la voix légèrement tremblante. Mademoiselle Marlowe est dans le salon. Nathaniel ferma le registre. Le claquement sec des lourdes couvertures en cuir sonna comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. Son cœur commença un rythme lent, lourd et tonitruant contre ses côtes. Lui avez-vous offert du thé, Bates? Elle a décliné, votre grâce. Elle vous a demandé. Bates hésita. Elle n'a pas amené de chaperon, monsieur, et son valet attend dehors. C'est très irrégulier. Tout dans cette affaire est irrégulier, dit Nathaniel en se levant. Il ne vérifia pas son reflet dans le miroir au-dessus de la cheminée. Il n'ajusta pas sa cravate. Il sortit du bureau et descendit le long et sombre couloir. La maison était froide. Il avait ordonné de maintenir les feux bas pour économiser le charbon. Les murs, autrefois tapissés de coûteuses tapisseries et de portraits ancestraux, étaient visiblement nus par endroits. Les rectangles délavés sur le papier peint marquaient les endroits où il avait vendu son héritage pour financer sa guerre législative. Il atteignit les portes du salon et les poussa. Cecilia se tenait près de la fenêtre, le dos tourné. Elle portait un manteau de voyage en laine sombre et épaisse, totalement inadapté à une visite sociale. La pièce était enveloppée dans la pénombre, les meubles drapés de housses de Hollande pour les protéger de la poussière, donnant à l'espace l'apparence d'un cimetière rempli de fantômes rectangulaires. Elle se tourna lorsqu'il entra. Le masque impénétrable d'indifférence lasse avait disparu. À sa place se trouvait une intensité vive, concentrée et mortelle. Elle regarda les murs nus, les meubles couverts, le foyer éteint. « Je vois que les rumeurs sont vraies, » dit-elle, sa voix résonnant contre le haut plafond nu. « Vous êtes complètement ruiné. »« Je liquide les actifs non essentiels, » répondit Nathaniel, s'avançant dans la pièce. Il ne lui offrit pas de siège. « Vous avez vendu les Rubens du foyer. Je trouvais les chérubins trop sentimentaux. » Elle plissa les yeux. L'air entre eux semblait sous pression, lourd d'une violence inexprimée. Le projet de loi sur l'expansion des docks a été reporté indéfiniment. Les inspections douanières de mes trains de Cornouailles prennent 3 semaines. Mes courtiers me disent que Lord Preston a personnellement introduit l'amendement tarifaire. Preston doit une faveur à ma famille concernant un scandale plutôt sordide dans sa jeunesse. Je l'ai encaissé. Vous perturbez 20 000 livres de commerce. J'accomplis mon devoir en tant que père du royaume, dit-il, soutenant son regard, pour assurer une croissance industrielle responsable. Vous commettez un suicide politique. Elle fit un pas vers lui. Les talons de ses bottes claquèrent sèchement sur le parquet. Vous avez aliéné vos alliés. Vous avez dépensé le peu de capital pathétique qu'il vous restait. Pourquoi?
Pour retarder mes expéditions d'un mois, je trouverai une autre route, Nathaniel. J'achèterai un autre port. Je construirai mon propre chemin de fer s'il le faut. Vous ne pouvez pas me survivre. Peut-être pas, admit-il doucement. Mais j'ai votre attention. Cecilia s'arrêta. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait dans une respiration courte et superficielle. Le silence s'étira, épais et suffocant, rompu seulement par le bruit du vent qui secouait les vieilles vitres. « Mon attention », répéta-t-elle, les mots dégoulinants de mépris. « Vous avez incendié votre propre maison juste pour que je regarde la fumée. » Oui, elle le fixa, véritablement consternée. « Vous êtes fou. Je suis désespéré. » Nathaniel combla la distance entre eux, ignorant l'éclair d'avertissement dans ses yeux gris. Il s'arrêta à une longueur de bras. « Vous m'avez dit que vous ne négociez pas avec les lâches. Vous m'avez dit que vous n'aviez rien ressenti en achetant le bail d'Ashdown. Vous n'étiez qu'une machine retirant un obstacle. Et je le pensais. Alors pourquoi êtes-vous ici ?» rétorqua-t-il, sa voix s'élevant, rebondissant sur les meubles couverts. « Envoyez vos avocats, envoyez vos lobbyistes, corrompez Preston, achetez le comité. C'est ce que fait la machine. Mais vous n'avez pas fait ça. Vous êtes entré dans ma maison, pour vous dire en face que vous avez échoué. » lança-t-elle, son sang-froid se fissurant sur les bords. « Pour vous regarder dans les yeux et vous dire que votre tentative pathétique et désespérée de jouer au baron n'a fait que garantir votre propre famine. Vous mentez. Je détiens les dettes de ce domaine, Nathaniel. Je les ai achetées il y a 3 jours. » Sa voix claqua comme un fouet. « Les créanciers de la ville me les ont vendus pour une bouchée de pain parce qu'ils savent que vous êtes finis. Je possède le toit au-dessus de votre tête. Je possède le sol sur lequel vous vous tenez. Je pourrais faire en sorte que les huissiers vous jettent à la rue demain matin. » La révélation le frappa, une pierre froide et lourde tombant dans son estomac. Elle avait acheté ses dettes. Il était entièrement, légalement, à sa merci. Il regarda autour de la pièce sombre, grandiose et délabrée. Il regarda la femme qui se tenait au centre, vibrant d'une fureur qu'elle essayait désespérément de réprimer. Un sourire lent et épuisé toucha ses lèvres. « Alors faites-le », murmura-t-il. Cecilia tressaillit comme s'il l'avait frappé. « Quoi ? Faites-le » répéta Nathaniel, plus fort cette fois. Il se rapprocha, envahissant son espace, se dépouillant des derniers vestiges de la bienséance aristocratique. « Jetez-moi dehors, appelez les huissiers. Prenez la maison, prenez le titre, prenez tout. Je m'en fiche. » Elle recula d'un pas, ses yeux écarquillés, cherchant le bluff sur son visage. Elle n'en trouva aucun. « Vous avez fait ça pour sauver ce domaine, » souffla-t-elle, pointant un doigt ganté vers le sol. « Vous nous avez ruinés pour sauver ça. »« Et j'avais tort !» Le cri s'arracha de sa gorge, brut et brutal, résonnant jusqu'à la haute voûte du plafond. « J'avais tort, Cecilia. Regardez, regardez ce que j'ai sauvé. » Il fit un geste violent autour de la pièce désolée. « C'est de la poussière, c'est de la pierre et de l'encre de registre. J'ai sacrifié la seule chose vivante et respirante de ma vie pour un musée qui était déjà mort. Vous pensez que vous pouvez me faire du mal en me le prenant? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez rien me prendre que je n'ai déjà détruit il y a 1 an. » Il s'arrêta, la poitrine haletante, l'adrénaline brûlant dans ses veines. Cecilia le fixait. La glace dans ses yeux s'était brisée. Elle n'était plus la reine lasse et intouchable de la bourse de Londres. Sa posture sévère s'affaissa. Les lignes tendues et contrôlées de son visage cédèrent la place à une vulnérabilité soudaine et dévastatrice. « Tu m'as laissé sous la pluie », murmura-t-elle. Sa voix se brisa, un son déchiqueté et rauque qui transperça le cœur de Nathaniel comme une lame rouillée. « Je sais. Tu m'as dit que j'étais une distraction. » Ses mains se crispèrent en poing à ses côtés. La laine sombre de son manteau tremblait. « Tu m'as regardé comme si je n'étais rien. J'étais terrifié. »« Je t'aimais » hurla-t-elle. Elle se jeta en avant. Elle le frappa. Ses poings s'abattirent sur sa poitrine, durs et désordonnés. Il ne recula pas. Il n'essaya pas d'attraper ses poignets. Il resta là, planté comme une ruine, et la laissa le frapper. « Je t'aimais, et tu m'as jeté comme si j'étais une ordure » sanglota-t-elle, frappant ses épaules, sa poitrine, partout où elle pouvait atteindre. « Tu m'as tué. Tu as tué la fille qui t'aimait. » Chaque coup était un soulagement. Chaque frappe physique était une confirmation qu'elle était vivante, que sous le marbre, l'argent et la glace, le feu brûlait encore.
Elle le frappa de nouveau, un coup effleurant sa clavicule, puis un sanglot rauque s'échappa de sa gorge. Ses genoux cédèrent. Et Nathaniel la rattrapa. Il enroula ses bras autour d'elle, la serrant fort contre sa poitrine, alors qu'elle s'effondrait contre lui. Elle se débattit une seconde, poussant contre ses épaules. Mais la lutte s'évanouit instantanément, remplacée par un an de chagrin réprimé et suffocant. Elle enfouit son visage dans la laine rugueuse de son manteau et pleura. Ce n'était pas un cri poli et aristocratique. C'était un deuil laid, désespéré et viscéral. Elle s'agrippa à ses revers, comme si elle se noyait dans une mer violente, et il était la seule épave à laquelle elle pouvait se raccrocher. Nathaniel ferma les yeux, posant son menton sur le sommet de sa tête. Il enfouit son visage dans l'odeur de bergamote et de fumée. Sa propre vision se brouilla, des larmes chaudes glissant sur son visage et disparaissant dans ses cheveux. Il la tenait dans le salon froid et vide d'un domaine en faillite. Le silence de la maison les enveloppait, mais pour la première fois en 365 jours, le rugissement creux et assourdissant dans sa propre poitrine était silencieux. La tempête dehors se calma enfin. Le vent se réduisit à un hurlement bas et plaintif contre la façade en pierre de Westford House. Les pleurs de Cecilia s'étaient ralentis en respiration épuisée et frissonnante. Elle ne s'écarta pas. Elle resta pressée contre lui, son visage caché dans son manteau. Nathaniel n'avait pas desserré son étreinte. Il était terrifié que s'il la lâchait, l'illusion se briserait, la glace reviendrait, et elle sortirait par la porte. Lentement, elle releva la tête. Ses yeux gris étaient injectés de sang, le maquillage sévère et parfait de ses lèvres, maculé et ruiné. Elle avait l'air entièrement humaine. Elle était magnifique. Elle posa ses mains à plat contre sa poitrine et poussa doucement. Il le relâcha, laissant ses bras tomber le long de son corps, ses mains se sentant instantanément, atrocement vides. Cecilia recula d'un pas, enroulant ses bras autour de sa propre taille, frissonnant dans le froid de la pièce non chauffée. Elle regarda le sol entre eux. « J'ai acheté les dettes par dépit, » admit-elle, sa voix rauque et épaisse. « Je voulais tenir l'acte de propriété de cette maison et le brûler devant vous. Je fournirai les allumettes, » dit Nathaniel doucement. Elle leva les yeux vers lui, une lueur d'incrédulité triste et fatiguée dans ses yeux. « Vous ne le pensez pas. C'est votre héritage. C'est 500 ans d'histoire. Mon histoire est un registre d'erreurs, » répondit-il, faisant un pas lent vers elle. Il ne voulait pas l'envahir, mais la distance semblait intolérable. « Mon père est mort en essayant de la fuir. Je suis mort en essayant de la préserver. Je n'en veux plus, Cecilia. Vous détenez le papier. Prenez la maison. Prenez les mines. J'abdique. » Elle scruta son visage. « Si je prends tout, que vous reste-t-il ?»« Rien, » dit-il simplement. « Absolument rien. » Il marqua une pause, avalant le nœud lourd dans sa gorge. « Sauf la vérité. C'est-à-dire que j'ai fait un calcul basé sur la peur, et j'ai perdu la seule chose de valeur que j'ai jamais possédée. » Il soutint son regard, se dépouillant de son dernier orgueil, se mettant entièrement à nu. « Je ne demande pas le retour de la fille sous la pluie. Je sais que je l'ai tuée, et je sais que vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez bâti un empire qui fait passer ce domaine pour une maison de poupées. Vous êtes terrifiante, brillante et impitoyable. » Une faible respiration tremblante se bloqua dans sa poitrine. « Je n'ai plus de titre à vous offrir qui signifie quoi que ce soit, » continua Nathaniel, sa voix tombant dans un murmure rauque. « Je n'ai pas de richesse, je n'ai pas d'honneur. Mais si la femme qui est sortie de cette eau veut de moi, je passerai le reste de ma vie à essayer d'être un homme digne du monstre que vous avez dû devenir pour me survivre. » Cecilia le fixa. Les ombres de la pièce semblaient s'allonger, retenant leur souffle. Elle ne lui offrit pas un doux sourire. Elle ne se jeta pas à son cou en déclarant le passé oublié. Ils étaient tous les deux trop abîmés, trop profondément marqués par la guerre de l'année écoulée, pour prétendre qu'ils pouvaient revenir à l'innocence qu'ils avaient perdue. Au lieu de cela, elle plongea la main dans la poche profonde de son lourd manteau de laine. Elle en sortit une épaisse liasse pliée de parchemins légaux. Il portait les lourds sceaux de cire de la plus grande banque de la ville. Les actes, les dettes, la propriété absolue de la ruine de Nathaniel. Elle regarda les papiers, puis le regarda. « Mon père, » dit-elle, sa voix se raffermissant, retrouvant une fraction de son ancienne fermeté, « croit que j'ai acheté cela pour consolider nos possessions foncières. Il s'attend à ce que je procède à la saisie d'ici la fin du trimestre. » Nathaniel ne broncha pas.
Alors vous devriez faire ce qui est le mieux pour le syndicat. Cecilia se dirigea lentement vers l'immense cheminée éteinte. Elle se tint devant l'âtre noir et froid. Le syndicat, dit-elle en regardant les briques tachées de suie, a besoin de stabilité. Il a besoin d'alliés au Parlement. Il n'a pas besoin d'un manoir en faillite et en décomposition. Elle se retourna pour lui faire face. Elle brandit le lourd parchemin. D'un mouvement lent et délibéré, elle saisit le bord supérieur des documents à deux mains et les déchira en deux. Le papier épais se déchira avec un bruit fort et violent qui résonna contre les murs nus. Elle plaça les moitiés ensemble et les déchira à nouveau. Nathaniel regarda, paralysé, tandis qu'elle laissait tomber les restes déchiquetés de sa ruine dans les cendres froides de la cheminée. « Je ne veux pas de votre maison, Nathaniel, » dit-elle, essuyant la poussière de ses gants en cuir sombre. « J'ai la mienne. » Elle revint vers lui. Elle ne s'arrêta pas à une longueur de bras. Elle entra dans son espace, assez près pour qu'il puisse sentir la chaleur qui émanait de sa peau. Elle leva la main, posant une seule main sur le côté de sa mâchoire. Son pouce frôla le chaume rugueux de sa joue. Ce n'était pas un geste de reddition, c'était un geste de possession. « Levez le blocus aux lords demain matin », ordonna-t-elle, ses yeux gris se fixant sur les siens, clairs, vifs et intensément vivants. « Ou je vous enterrerai dans la presse d'ici vendredi. » Nathaniel sentit une sensation soudaine, féroce et déchirante dans sa poitrine. C'était comme un battement de cœur, un vrai battement de cœur lourd et violent. Il leva la main, couvrant la sienne là où elle reposait contre son visage. Il pressa sa paume contre ses jointures. « Vous pouvez essayer, » murmura-t-il. Un sourire authentique, cynique et brisé, touchant enfin ses lèvres. Cecilia ne sourit pas en retour, mais les coins de ses yeux s'adoucirent, reconnaissant le défi, reconnaissant la vérité de ce qu'ils étaient. Ils étaient meurtris, ils étaient amers, et ils étaient entièrement, irrévocablement liés l'un à l'autre. « Venez à mon bureau sur Threadneedle Street demain à midi, » dit-elle doucement. « Nous avons l'avenir d'une mine d'étain à discuter. J'y serai. » Elle ne l'embrassa pas, elle ne dit pas qu'elle l'aimait. Elle n'en avait pas besoin. Ils avaient réduit le conte de fées en cendres, et ce qui restait dans les décombres était quelque chose de bien plus fort, forgé dans le fer et l'encre de registre. Elle baissa la main, le contourna et sortit du salon. Nathaniel resta seul dans le noir. Il écouta la lourde porte en chêne se fermer, mettant fin à la tempête. Pour la première fois en un an, le duc de Westford regarda sa maison vide et en ruine, et se sentit absolument riche. Si la tension, la trahison et le chemin impitoyable vers la rédemption de cette histoire vous ont tenu en haleine jusqu'au tout dernier mot, vous savez quoi faire. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui aiment les romans historiques sombres et lentes. Et assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos histoires profondes et dramatiques. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que Nathaniel a vraiment mérité sa rédemption, ou est-ce que Cecilia a été trop indulgente? Exprimez-vous ci-dessous, et je vous retrouve dans la prochaine histoire.